Merci beaucoup. Je n'ai pas la prétention d'avoir l'éloquence de mon prédécesseur, mais moi je viens surtout vous parler des ambitions du chef de l'État pour la diaspora. Je viens vous expliquer que suite au remaniement de novembre dernier, il a été décidé que la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger, en tout cas la partie de la diaspora, sera gérée par le ministère de l'intégration africaine, à la personne du ministre Ali Koulibaly. Le ministre Ali Koulibaly m'a fait l'honneur de représenter la diaspora et en créant une direction générale qui va prendre en charge les préoccupations de toute la diaspora. Ce qui est important pour nous dans cet état de figure, c'est de prendre non seulement vos préoccupations, mais c'est de créer une politique en matière de diaspora qui n'a pas été le cas dans notre pays depuis les 53 dernières années. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, malheureusement, notre pays n'a pas eu une politique en faveur de sa diaspora. Les chiffres de la diaspora que nous avons sont des chiffres approximatifs qui, en 2008, faisaient état de seulement 250 000 Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, avec une répartition suivante. 57% en France, 21% aux États-Unis, 8% en Italie, 8% en Angleterre et contre 3% au Sénégal, pour parler des pays où les Ivoiriens sont répartis essentiellement. Mais nous avons constaté qu'il y a 3 fois plus d'Ivoiriens, donc on va autour d'1 million d'Ivoiriens. Il est temps aujourd'hui d'organiser cette diaspora de sorte à créer une politique nationale en faveur de cette diaspora. Et c'est cette politique nationale que nous sommes en train de mettre sur pied avec votre collaboration. Bien entendu, nous avons reçu à Abidjan les préoccupations de la diaspora en ce qui concerne les logements sociaux. Alors, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger travaille avec le ministre de la construction et de l'urbanisme et de l'habitat afin de créer un projet qui sera à la destination de toute la diaspora. Et donc, tout à l'heure, moi, je prendrai l'ensemble de vos préoccupations que nous allons traduire à Abidjan et nous allons mettre à votre disposition un système d'écoute, un système de collaboration directe entre la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger et la diaspora. Ce que nous vous invitons à faire, c'est que, au niveau de votre organisation, que vous créez des organisations bien unies et que vous déclariez surtout au niveau des ambassades, au niveau de nos consulats. Ce que nous cherchons à faire, c'est se rassurer que toute la diaspora peut intervenir dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. La première étape des logements sociaux, il y a eu des fiches de distribuées un peu partout. Le président m'a expliqué ici qu'il y a eu des fiches de distribuées. Tout à l'heure, nous allons rencontrer les personnes qui sont concernées par cela et nous allons prendre en compte leurs préoccupations. Ce que je tenais à dire essentiellement, c'est que le président ne vous a pas oublié. Il a insisté afin qu'une direction générale soit créée et que nous puissions prendre en compte les préoccupations de la diaspora dans la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire. Brièvement, c'est ce que je voulais dire et puis plus tard, nous allons échanger sur l'ensemble des points qui seront mentionnés dans les interventions que nous allons avoir avec vous et dans les échanges avec vous. Je vous remercie. Frère Aboubakar Koné prendra la question et nous allons prendre 5 questions et les questions seront répondues et nous allons passer à une deuxième tranche et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez poser des questions soit sur l'intervention de l'honorable Alphonse Soro ou bien soit sur les logements sociaux dont M. Siaka. Mais le vrai problème, il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions d'accumulation de postes. Et aussi, il y a beaucoup de murmures sur les questions de corruption. Et comme vous êtes la voix du peuple, quelles sont les dispositions qui sont prises pour améliorer ces 2 positions? Merci. Vous posez, le FPA a demandé d'organiser les États généraux de la République. Et quel est votre avis là-dessus? C'est la question que je voulais poser. Merci. Merci, monsieur. Merci. La troisième question.
Ok, madame ou mademoiselle Balo Salimata. Ok, bonjour, je m'appelle Balo Salimata. Je suis de la commune de Yopougon, née à Abidjan et grandi à Yopougon. Bon, je suis venue d'Abidjan tout dernièrement en juin. Je suis allée 2 fois en mai et en juin. Mais vous avez parlé des routes, mais à Yopougon, apparemment, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route parce que j'ai pris, l'embouteillage m'a pris vers Bel Air, en Kenya, qu'on appelle Sakiriba. Nous avons fait 2 heures de temps. Toutes les routes sont gâtées, précisément à Nirgo. On ne peut pas conduire. Bon, je pense que, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Parce que le développement du pays, quand on dit le business, ça passe par les routes d'abord. C'est ce que je voulais savoir. Merci, madame. Monsieur le directeur, monsieur Konaté. Et en fait, j'ai une série de 3 questions. Et la première question concerne l'honorable Soro, c'est-à-dire concernant le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire. Bon, c'est un truc qui a été peut-être un peu oublié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou pouvez nous parler un peu du poids du panier de la ménagère en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question revient à monsieur Konaté. Monsieur Konaté, vous savez très bien qu'il y a une direction générale des étrangers au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et aussi, vous êtes aussi directeur de la diaspora des Ivoiriens de l'étranger. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un conflit de compétences quelque part ici? Et pour la troisième question concerne la diaspora en tant que telle. Et cette diaspora, je ne sais pas si monsieur Konaté l'avait dit tout à l'heure, que vous voudrez écouter la diaspora. Ce que nous souhaitons plutôt l'implication de la diaspora dans la dynamique de développement de la Côte d'Ivoire. Et je ne cesse de le répéter. Ouais, je ne cesse de répéter que généralement, si la Côte d'Ivoire a tenu pendant 10 ans, c'est parce que l'économie qui est purement agricole était détenue par des Ivoiriens, des planteurs qui sont Ivoiriens. Et si on veut un développement durable soutenu, il faut qu'on se repose sur au moins des Ivoiriens. Est-ce qu'il y a-t-il des fonds qui sont disponibles pour aider les entrepreneurs ivoiriens? Parce que j'en suis un. Et dans ce sens, concernant les différents projets, concernant les logements, l'énergie, et la distribution d'eau et d'autres tels que le transport. C'était là ma série de questions. Je vous remercie. Merci, M. Ben Sissé. Le dernier intervenant, c'est M. Fakoli. Alors, bonsoir. Ma question va directement au représentant de la diaspora qui est là aujourd'hui, qui est une opportunité pour moi. Et depuis que ce ministère a été créé, je pense que c'est la visite d'un membre de ce département à New York. Nous sommes organisés ici pour créer l'UNI. Et ces mêmes organisations passent d'État en État, parce que la semaine passée, c'était à Washington. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une organisation interne déjà qui est en place. Au niveau du ministère, comme je vois par exemple dans les pays limitrophes comme le Sénégal et le Mali, il y a un conseil de l'étranger dans chaque pays. Est-ce que ce système sera pour le fait de la Côte d'Ivoire au niveau des États-Unis? Et depuis que nous avons créé l'UNI, nous n'avons pas de fonds de fonctionnement. Le bureau vit que dans la poche des membres du bureau, uniquement que dans les membres du bureau. Et il arrive à un moment que les membres du bureau, finalement, vont craquer. Est-ce que le ministère pense à financer ces structures internationales pour que nous puissions faire face aux problèmes de nos compatriotes dans les différentes sections que nous dirigeons? C'était ma question. Merci. Donc, c'est le dernier intervenant pour cette tranche. Il aura une seconde tranche. Alors, j'aimerais simplement informer. Et tous ceux qui ont
donc fait part de leurs préoccupations. Je pense que cette deuxième partie de cette cérémonie est extrêmement importante parce qu'elle permet d'apporter des réponses précises à des préoccupations précises. Et pour les 5 premières questions, je vais peut-être m'atteler à répondre aux questions purement politiques, laissant la latitude à M. Konaté d'aborder les questions qui lui ont été directement posées. Le cumul de postes. Vous savez, je suis personnellement contre le cumul des postes. Ça, bon, pendant que nous étions en plein débat pour la désignation des candidats aux élections locales, c'était difficile. Mais je prends des positions que j'assume et j'ai dit en son temps, publiquement, devant les médias, que je n'étais pas d'accord avec l'accumulation des postes de responsabilité. Et nous avons organisé une grande rencontre avec la jeunesse à Bouaké, mais ce jour-là, les jeunes se sont exprimés sur la question et je pense que le président de la République a pris bonne note. Mais c'était peut-être trop tard en ce qui concerne les élections locales qui étaient déjà en cours. Mais sur la question, le débat va être plus intéressant aux prochaines élections, j'allais dire locales. Le débat, il y a 2 parties, 2 volets de cette question en ce qui concerne les postes électifs. Parce que quand on parle de cumul de postes, ça peut être des postes de nomination comme des postes électifs. Moi, je commence par les postes électifs. Mais vous savez, on a hérité en Côte d'Ivoire de la vie politique française, où on peut facilement retrouver des députés maires ministres. Quand vous prenez la vie, quand vous prenez, j'allais dire, les personnalités politiques en France, c'est quelque chose qui est courant. C'est-à-dire, on constate qu'il y a des gens qui sont députés maires et qui sont ministres. C'est de ça que nous avons hérité. C'est ça que nous avons triché. Et je dis que nous avons mal triché. Et je dis que je condamne cette façon de cumuler les postes. Moi, en ce qui me concerne, j'avais voulu donner un message à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que la jeunesse de Côte d'Ivoire est restée longtemps stigmatisée, cataloguée et présentée comme une jeunesse paresseuse, une jeunesse de rue, une jeunesse d'agora et de parlement, une jeunesse violente, une jeunesse sans connaissance, une jeunesse sans diplôme. Et nous disons, pendant que les choses ont changé à la tête de la Côte d'Ivoire, il faut que ces mêmes choses, il faut qu'on sente ce changement sur l'ensemble, j'allais dire, des compartiments de la vie politique nationale. Et nous avons été pour sensibiliser nos camarades jeunes pour qu'ils se présentent aux élections législatives. Nous, on cherchait une tribune pour dire que désormais, on ne s'exprime plus dans les agoras et parlements, mais la jeunesse s'exprime à l'Assemblée nationale. Ça, c'était notre combat. Parce que c'est là-bas qu'il faut critiquer. Parce que c'est là-bas qu'il faut argumenter. Parce que c'est là-bas qu'il faut contribuer à la vie de la nation. Et non dans la rue, et non dans des agoras et parlements pour insulter ou ergoter sur les nationalités des uns et des autres. Et arrivent donc les élections locales, au niveau municipal. Et puis bon, je vois toute une course effrénée de certaines personnes et même de certains camarades qui ont voulu aller être maire encore. Je pense que c'est quelque chose que la base a totalement désapprouvé. C'est une mauvaise copie de la France et je peux vous dire
que les prochaines élections vont être délicates. Et même en France, le débat a cours en ce moment sur le cumul des postes électifs, au niveau même donc des formations politiques en France. J'ai foi qu'aux prochaines élections, on pourra se contenter d'un poste de député et laisser la latitude à M. Karamoko d'être le maire de la même localité. En ce qui concerne les postes de nomination, je ne sais pas si ça existe, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément courantes. Ce qui est possible dans l'administration actuelle, donc en Côte d'Ivoire, c'est la possibilité d'être dans l'exécutif et d'être président du conseil d'administration d'une société d'État. Est-ce que ça, c'est un cumul? Je ne pense pas. En tout cas, c'est ma conviction, puisque le président du conseil d'administration n'intervient pas dans l'opérationnel et le quotidien donc, de l'entité. Donc, c'est des conseils, peut-être chaque 2 mois ou une fois chaque 3 mois. À partir de cet instant, on peut être, j'allais dire, ministre, ou on peut être conseiller du président de la République et président du conseil d'administration d'une société d'État. À partir de cet instant, je pense que ce genre de cumul sont pour moi acceptables. Mais il n'existe pas de gens qui aient en même temps 2 ou 3 postes de nomination au sein de l'exécutif. Ça n'existe pas. Ce n'est même pas possible, puisque vous ne pouvez pas assumer vos responsabilités. En ce qui concerne donc la corruption, nous sommes en train de travailler petit à petit à changer la Côte d'Ivoire. Ceux qui continuent cette pratique, qu'ils nous attendent, on arrive. Ils n'ont qu'à attendre Alassane Ouattara. Il vient, il arrive et il va arriver sur eux. Il va arriver sur ces personnes. On ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas tout régler par coup de baguette magique. Il faut bien s'occuper de quelque chose. Il faut bien commencer quelque part. Le président est en train de s'attaquer aux choses sérieuses, j'allais dire aux choses élémentaires qui nous manquaient. Une fois l'ensemble de ces chantiers lancés, je pense que c'est un regard qui sera jeté sur cet aspect des choses, de la gestion de la chose publique. Parce que ça continue malheureusement d'exister et de gangréner, j'allais dire, le fonctionnement de l'administration. Une chose est sûre, la corruption d'avant et la corruption aujourd'hui, il y a une grande différence. On ne peut pas aujourd'hui parler d'une corruption à 100% sans impunité. Ça n'existe plus dans l'administration ivoirienne. Il reste encore quelques poches de résistance. Mais vous savez, les habitudes sont difficiles à changer. Et petit à petit, c'est des choses qui vont être définitivement éradiquées. De toute façon, le président a une fermeté indescriptible sur la question. Et dès qu'on prend un, il a toujours donné l'exemple en le sanctionnant. Et des exemples sont là, des personnalités et non des moindres. Et le président a accepté, n'est-ce pas, de les sacrifier. C'était des proches. Mais il a accepté donc de sacrifier ces personnes. Et c'est pour vous dire que sur cette question, la corruption a fortement diminué en Côte d'Ivoire. Elle est en passe d'être éradiquée, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de 0% de corruption dans l'administration ivoirienne. Ce serait donc un discours politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une transparence qui s'établit dans les nominations. Et il y a des appels à candidature pour pouvoir aux postes les plus importants et les plus stratégiques. Appel à candidature où on aurait pu nommer des militants. Mais le président, en tout cas, a demandé que ce soit des appels à candidature. C'est le cas donc de celui qui dirige actuellement le CPC. C'est le cas de celui qui dirige donc le SNEDEI. C'est des gens donc qui ont été recrutés sur la base de leurs compétences, sur la base de leur CV. Le FPI demande les États généraux de la République.
Moi, je suis personnellement contre cette proposition. Et je viens de le dire dans mon intervention. Quel est l'objectif recherché en demandant d'organiser des États généraux de la République? C'est pour faire quoi? Mais la vie des pays démocratiques, la vie des pays développés, la vie des pays sérieux, ça se déroule dans des élections et après dans la gestion quotidienne du pays. Et les preuves que tu fais de tes compétences, de tes capacités. Mais on ne va pas passer notre temps à organiser des forums. Les gens pensent que c'est des raccourcis pour eux, pour, j'allais dire, éviter ou contourner certaines situations. On fait des états généraux pour faire quoi? Pour dire qui a gagné les élections? Non, la personne est connue, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. On fait des états généraux pour dire quoi? Pour que Gbagbo nous explique pourquoi il a refusé de reconnaître sa défaite. Non, on n'a pas le temps pour ça. Nous sommes dans le développement. On fait des états généraux pourquoi? Pour demander au président du tribunal d'Abidjan comment il va juger ceux qui sont des criminels et qui ont tué nos frères ivoiriens. Non, on n'a pas besoin d'états généraux pour que la justice fasse son travail. Donc, on fait états généraux pour faire quoi? Franchement, c'est une proposition pour moi qui n'a aucun sens. C'est une proposition, en tout cas, les intéressés pensent être plus malins. Mais à malin, malin et demi. Nous, on n'acceptera pas l'organisation d'états généraux parce qu'on ne sait pas ça va servir à quoi, c'est pour faire quoi, c'est pour entendre qui, c'est pour convoquer qui, pour qu'ils viennent nous dire quoi. Alassane Ouattara a gagné les élections en 2010. Il est en train de travailler. Je viens de vous donner tous les chantiers qui sont en cours. Ça, ce n'est pas des promesses politiques, c'est des choses concrètes qui se réalisent, qui dans quelques mois seront visibles, seront achevées. C'est sur ça que nous, on consacre notre temps. On n'a pas du temps à passer à organiser un forum de réconciliation nationale bis qui ne va à rien servir. Gbagbo lui-même, au lendemain du forum de réconciliation, nous a dit que les résolutions du forum n'étaient pas des décisions, c'était pas une assemblée bis et que les décisions n'étaient pas imposables. Donc on n'a pas le temps. Franchement, vous imaginez le président de la République actuellement consacrer du temps à aller s'asseoir pour, je ne sais pas, à faire quoi? On n'a plus le temps pour ça. Les gens pensent qu'on va passer le temps à faire de la politique. Non, le temps de la politique est terminé. Nous, nous sommes dans le développement. Nous, nous sommes dans le concret. Nous, nous sommes dans les réalisations. Donc, sur ça, franchement, notre position est sans ambiguïté. Maintenant, ma soeur a parlé qu'il n'y a pas de goudron à Yopougon. Je suis surpris. Elle est où? Elle est là. Mais ma soeur, lorsque on est sorti du Golf Hotel, le président de la République a créé ce qu'il a appelé le programme présidentiel d'urgence. Et le programme présidentiel d'urgence s'est attaqué au problème de voirie d'Abidjan. Tous les quartiers ébriés qui n'ont même pas voté Ouattara sont bitumés. Oui. Mais à Yopougon, vous les habitants de Yopougon, voilà ce que vous avez fait, et je vais le dire pour que les gens de New York puissent le savoir. Les gens de Yopougon, pendant que le président a lancé le programme présidentiel d'urgence pour refaire toute la voirie d'Abidjan, pour bitumer tous les quartiers d'Abidjan, il y a des endroits où on a mis du bitume. À Yopougon, certains ont pris des pioches pour piocher et détruire le goudron que le président Alassane Ouattara mettait à Yopougon. Mais vous ne voulez pas goudron. Vous ne voulez pas goudron, ou bien vous voulez maintenant. Vous voulez maintenant. Bon, donc dans ce cas, il faut écrire pour dire pourquoi vous ne vouliez pas avant, et puis pourquoi vous voulez goudron maintenant. Non, les gens sont terribles. Parce que ils ont dit non, on ne veut pas de toi, on ne veut rien. On ne veut même pas goudron. Franchement, c'est... Et c'est à Yopougon, chez toi. Donc, je pense que... on prend acte que maintenant, vous voulez le goudron. On va informer le président que, bon, vous avez changé d'avis. Alors,
le panier de la ménagère. Vous savez, pour développer un pays, il y a un processus. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ne peut pas se régler par coup de baguette magique. Il est important que les Ivoiriens sachent dans quel bateau Alassane Ouattara les traîne. On arrive, vous-même vous l'avez dit, la route précède le développement. Priorité des priorités, la réhabilitation du réseau routier. Priorité des priorités, faire en sorte que les gens consomment de l'eau potable. Priorité des priorités, faire en sorte que les populations sortent de l'obscurité. Priorité des priorités, politique de soins gratuits, de soins, j'allais dire pour les populations. Écoutez, au même moment, il est difficile que tous les problèmes soient réglés au même moment. Par contre, ce que nous faisons, si la route Abidjan-Saint-Fra est bitumée, l'argent que nous avons pour bitumer la route Abidjan-Saint-Fra, nous pouvons le prendre pour subventionner les matières premières ou pour subventionner les produits de grande consommation. Nous avons la possibilité de le faire. Mais au lieu de prendre cet argent pour subventionner donc les produits de grande consommation, tout de suite, on s'est dit, bon, écoutez, autant faire le bitume entre Abidjan et Saint-Fra. S'il n'y a pas de route d'Abidjan à Saint-Fra, les remorques qui ramènent de la banane seront naturellement chers. Parce qu'il n'y aura pas pratiquement de camions pour aller à Saint-Fra. Puisqu'il n'y a pas de route. Et les quelques rares camions qui y vont être naturellement chers. Vont transporter une marchandise qui ne va pas suffire. Et va se poser le problème de la loi de l'offre et de la demande. Et donc, il y a deux problèmes. Problème d'offre et de la demande. Donc, en défaveur, j'allais dire, de la demande. Il n'y a pas suffisamment de bananes. S'il n'y a pas suffisamment de bananes, le prix augmente. S'il n'y a pas de route pour aller à Saint-Fra, il est évident que le peu de bananes qu'on ramène va être cher ou il n'y en aura pas. Donc, la cherté de la vie. On dit, bon, écoutez, on prend cet argent et on fait la route. Mais quand la route est bitumée entre Abidjan et Saint-Fra, si hier c'était un camion qui partait, demain il y aura peut-être 5 ou 10 camions qui vont aller à Saint-Fra. Et ces 10 camions qui vont à Saint-Fra vont ramener davantage de bananes et vont faire en sorte qu'il y ait un renversement de la situation entre donc l'offre et la demande. Ce qui va faire chuter le prix donc des denrées. Et donc, on est dans un processus. On est dans un processus qu'il faut commencer quelque part. Le président a souhaité mettre la priorité sur les routes. Et c'est pour cela que vous entendez certains dire non, on ne mange pas goudron. Mais on mange goudron sans se rendre compte. Ce que je viens d'expliquer, est-ce qu'on ne mange pas goudron? Et donc c'est la réalité qui est là. Pendant que tous ces chantiers sont en cours, je pense qu'il faut donner un peu de temps pour que, j'allais dire, toutes ces choses qui ne dépendent pas forcément de l'État de Côte d'Ivoire. Nous importons le riz, nous importons la viande, nous importons du poulet. Tout cela ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Mais quand il pleut en Thaïlande et que la pluie ravage les plantations de riz et qu'il y a moins de riz qui arrive sur Abidjan, la faute n'est pas à Alassane Ouattara. Mais la possibilité existe de faire en sorte que donc il y ait davantage, j'allais dire, de riz qui arrivent pour qu'il soit moins cher ou qu'on essaie de subventionner le peu de riz qui arrive. Mais au lieu de passer notre temps à subventionner ça et on va passer le temps à manger, à danser et à chanter, alors qu'on a la possibilité de s'inscrire dans une dynamique de développement sur le moyen et long terme. Avec le président Alassane Ouattara, c'est la dynamique de développement et de réduction durable de la pauvreté sur un moyen et long terme. Et une fois qu'on aura inversé la tendance, j'allais dire actuelle, elle sera définitive parce que désormais, tout le réseau routier sera réhabilité
et vous allez voir qu'Abidjan sera ravitaillé. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur donc, le panier donc, de la ménagère. Je voudrais passer la parole à M. Konaté pour répondre donc, aux autres préoccupations. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, honorable. En ce qui concerne la question des conflits d'intérêts entre le ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'étranger et le ministère d'État chargé des Affaires étrangères, je pense qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts. Le président de la République a décidé de prendre entièrement la diaspora en compte en ce qui concerne le développement de la Côte d'Ivoire. Il a décidé conséquemment, suite aux requêtes de la diaspora, lorsqu'il fait ses tournées à travers le monde, de créer un ministère et de trouver un cadre institutionnel qui va se charger de cela. À l'époque, on sait que le ministère des Affaires étrangères va toujours gérer des questions de l'étranger. Mais il est important pour le président de la République qu'il y ait une personne ressource pour répondre des questions de la diaspora. Et cette personne, c'est monsieur le ministre Ali Koulibaly. Il m'a fait l'honneur de diriger une direction générale, moi-même étant ivoirien de l'étranger, des ivoiriens de l'extérieur, afin que nous puissions débattre de ces questions. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. La responsabilité de la gestion quotidienne des Ivoiriens de l'étranger, conformément au dernier remaniement, revient à monsieur le ministre Ali Koulibaly, que je représente ici. Donc, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Bien entendu, nous allons nous fonder sur les chiffres qui sont à notre disposition. Les chiffres que je vous ai donnés un peu plus tôt sont les chiffres de 2008 de la direction des Ivoiriens de l'étranger qui étaient logés au sein du ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a une certaine évolution, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Le ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, étant un ministère d'État. En ce qui concerne l'aide aux entrepreneurs, etc., je voudrais dire quelque chose de fondamental. Nous avons tenu le 22 juin à Paris, avec l'aide du CPC, qui est chargé de la promotion de l'investissement dans notre pays, dirigé par M. Esmail Lessis. Nous avons tenu un forum à Paris. Le titre du forum, c'était Diaspora for Growth. C'était Diaspora pour la croissance. Il s'agissait, dans le cadre de l'Europe, de répertorier les Ivoiriens qui veulent investir dans leur pays et d'accompagner ces phénomènes d'investissement de sorte à créer des emplois. Et je ne vais pas trahir les conclusions de ce forum, mais dans les estimations que j'ai reçues, du CPC, on parle de plus de 9 milliards d'intentions d'investissement, 9 milliards d'intentions d'investissement et donc de potentielle création d'emplois de 3 000 emplois environ. Donc il y a quelque chose qui est fait sur ce plan. Le CPC, vous savez, vous aide en Côte d'Ivoire à créer une entreprise en 48 heures. Tout est réuni dans le même bâtiment afin que vous puissiez faire toutes les démarches pour créer votre entreprise et puis investir dans votre pays. Donc nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité de la création d'un fonds d'aide à l'investissement, mais aussi de réfléchir sur la création d'un fonds d'aide au retour potentiel des Ivoiriens qui veulent retourner vers leur pays. Mais il faut faire la distinction au niveau des Ivoiriens de l'étranger. Il y a plusieurs vagues. Je vous ai entendu parler de la comparaison entre le Sénégal et le Mali. Des pays comme le Sénégal et le Mali ont des vagues différentes d'immigration comparées à la Côte d'Ivoire. Dans le cas du Mali, c'est une immigration qu'on a demandé. Les Français ont dit, on a besoin de tel nombre de travailleurs, est-ce que vous voulez venir? Donc, ils ont des lois bien précises entre ces pays et les pays d'accueil. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire, on a plusieurs, l'Office international de la migration détermine 5 formes d'immigration. Nous avons 3 cas qui relèvent de nos compétences. Il y a ceux qui viennent qui vont au dehors de notre pays pour étudier. Il y a les personnes qui demandent l'asile. Il y a des personnes qui y sont pour travailler. Donc en fait, ce sont ces 3 catégories qu'il nous faut répertorier. Mais nous sommes convaincus que toutes les personnes qui sont établies hors de la Côte d'Ivoire ne sont pas enregistrées au sein de leurs ambassades. Que faut-il faire? Nous, on propose de rapprocher justement la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger de la diaspora, de sorte à leur donner les moyens de pouvoir se faire connaître de leur pays, que leur pays sache où ils sont, qu'est-ce qu'ils font et quel peut être leur apport dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment un long processus parce que je l'ai déjà dit, nous sommes en 53 ans d'indépendance. Notre pays, malheureusement, n'a eu aucune politique vis-à-vis de sa diaspora. Le président de la République a pris ses responsabilités. Il a décidé qu'il y a une direction générale des Ivoiriens de l'étranger à travers le ministère de l'intégration africaine. Et nous devons assumer cela de sorte à avoir une représentativité.
Notre formule, c'est peut-être d'évoluer vers une représentativité dans le futur au sein de l'Assemblée nationale. C'est une forme qui est très intéressante parce qu'elle permet aux Ivoiriens de l'étranger d'avoir leur mot à dire dans le développement de leur pays, d'aussi opposer les politiques et d'évoluer ainsi pour faire connaître leur point de vue. Donc, moi, je voulais vous dire quelque chose. Nous sommes clairs sur ce qui doit être fait pour les Ivoiriens de l'extérieur. Moi-même, j'ai vécu en Angleterre pendant 20 ans. Je suis entré en Côte d'Ivoire il y a à peine 1 an et demi. Donc, je pense que nous avons suffisamment d'atouts pour parler de la diaspora. Donc, il y a un certain nombre de travail qui est en train d'être fait. Alors, je vais voir si j'ai relevé toutes les questions. Alors, il s'agissait aussi en dernière question d'un problème financier. Alors, moi, je pense que le premier problème, c'est l'organisation de la diaspora. Il y a tout un schéma que nous devons suivre. Et je vais vous dire rapidement ce que nous comptons faire pour ce schéma. Sur ce schéma, il nous faut d'abord déterminer les buts et les capacités d'investissement, de savoir, de rapatriement de fonds de la diaspora. Je vais vous donner quelques chiffres. Les Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire contribuent de moins de 1% à notre PIB. Pourtant, les étrangers établis en Côte d'Ivoire envoient 10 fois plus d'argent vers leur pays que nous n'envoyons vers notre pays. Donc, il y a quand même un manque à gagner. Ça veut dire que nous devons motiver notre diaspora par rapport au soutien national sur place, qu'ils soutiennent leur famille, qu'ils aient envie de créer des entreprises. Pour cela, nous devons connaître la diaspora et nous devons bâtir la confiance avec la diaspora. Bâtir la confiance avec la diaspora, ça veut dire avoir un interlocuteur fiable pour la diaspora. Quelqu'un sur qui, ou une organisation sur laquelle la diaspora peut compter lorsqu'elle a des projets. Et le prochain forum Diaspora for Growth, monsieur le DG du CPC et le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, ils sont en train de réfléchir sur le prochain forum qui pourrait se tenir aux États-Unis. Ça sera une possibilité de rapprocher les sources d'investissement des Ivoiriens qui sont établis ici. Alors, ce sont ces différents éléments que je voulais vous donner. Lorsque nous voulons parler de la diaspora, il y a énormément de choses à dire. Maintenant, il y a un interlocuteur. Nous sommes en train de créer un site internet suffisamment efficace qui vous permette d'avoir toutes les informations que vous souhaitez sur votre pays. En tout cas, nous sommes là et tout à l'heure, avec beaucoup de plaisir, nous allons partager les contacts de la direction générale et du ministère de l'intégration africaine. Nous sommes en train de travailler sur énormément de projets, surtout le projet des logements sociaux, que le ministre souhaite avoir un projet uniquement dédié à la diaspora. C'est-à-dire que nous estimons que vous avez une part incontournable dans le développement de la Côte d'Ivoire et nous avons une chance de saisir cette opportunité. Je pense que nous devons la saisir. Je pense avoir fait le tour d'horizon des différentes préoccupations qui m'ont été exprimées. Merci. Nous avons proposé la création d'un fonds de la diaspora. Nous avons proposé la création d'un fonds de la diaspora et nous pensons que même les pays d'accueil doivent contribuer à ce fonds de la diaspora parce que dans le cadre de l'Angleterre, aujourd'hui, on fait promener des vannes, comme on dit en Angleterre, avec c'est écrit dessus, rentrez chez vous, etc., etc. Alors, nous, on pense que les pays d'accueil ont aussi une responsabilité vis-à-vis des Ivoiriens qui sont établis dans leur pays ou des personnes qui sont établies dans leur pays. Vous l'avez découvert ici. Encore que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.